Salut à tous, c'est moi Andrzej et voici la chaîne Bimoti. Je peux le dire tout de suite, sans détour. C'est probablement la moto qui entrera dans l'histoire comme la plus rapide, la plus puissante de tous les temps. Dans toute l'histoire de la moto, peut-être que je me trompe, mais je crois bien que c'est le cas. Je parle bien sûr des motos homologuées pour la route. C'est le problème. Bimota. Maintenant, il a été partiellement acheté par Kawasaki et c'est formidable, car sinon il n'y aurait pas de Bimota. La vérité est que les premières motos Bimota en 1978 avaient également des moteurs Kawasaki. Donc en fait, cette histoire est bouclée. Ils utilisent des moteurs, de l'électronique et tous les composants qui doivent être homologués. C'est simplement une question de coût. Bimota ne serait pas en mesure de supporter les coûts de l'homologation moto. Un représentant a déclaré qu'ils avaient eu un investisseur. Il est venu et a dit « Nous avons 20 millions d'euros ici, nous pouvons investir ». Et ils ont répondu que, même avec 20 millions d'euros, ils ne pourraient rien faire. Nous ne sommes pas en mesure de fabriquer un moteur, ni l'électronique. Donc, heureusement, l'histoire est claire, parce que si le premier avait un moteur Kawasaki, et que celui-ci aussi... Non, pas Kawasaki. Tout va bien. Mais où veux-je en venir ? Ce motocycle, du fait qu'il est limité à 250 exemplaires, peut encore être vendu comme une machine conforme à la norme Euro 4. C'est-à-dire qu'en utilisant le moteur H2, il a une puissance d'environ 230 chevaux, mais le modèle suivant devra déjà répondre aux normes Euro 5. Et sur celui-là, le moteur aura environ 200 chevaux. Et je demande, bon d'accord, mais si on enlève l'échappement, vous savez, on vit en Pologne, on enlève l'échappement, on ferme un peu les yeux sur certaines choses, on aura toujours cette énorme puissance. Eh bien non, tout simplement non, parce que le nouveau moteur à l'intérieur est complètement différent et il ne générera tout simplement plus une telle puissance folle, rien d'autre ne générera une telle puissance. Mais qui va fabriquer une moto qui respecte les normes d'émission ? Un moteur qui tient dans le cadre, enfin ici il n'y a pas de cadre, et qui serait aussi puissant, je pense que plus personne n'en fera. Bon, il y a bien le nouveau Ford 4R, mais il annonce, je crois, 230 chevaux, mais en version course, avec un échappement de course non homologué, alors que ceci est une moto homologuée. Je me sens un peu étrange à propos de cette pensée. Bon, mais je suis content d'avoir pu conduire cette moto. Pour être important, je veux dire... Pour être clair, ce n'est pas comme si c'était des motos, que c'était une H2 dans un package différent et que c'était une Z1000 SX dans un package différent. Non, absolument pas. Ici, seuls les moteurs et l'électronique sont utilisés et il doit y avoir des horloges, j'y reviendrai dans un instant. Le reste est fabriqué et assemblé en Italie. Fin de l'histoire, point final. Je ne sais pas, peut-être que vous connaissez le module Bosch AB, il est fabriqué ailleurs, mais tout le reste sur ces motos, comme les messieurs l'ont dit, en particulier en ce qui concerne la Tessie, est soit en carbone, soit usiné dans de l'aluminium. Et ensuite, on regarde ça, peut-être que je mettrai une photo de ce à quoi ressemble le châssis, parce qu'ici il n'y a justement pas de cadre, tout est fixé directement au moteur. À l'arrière, il y a une seule plaque, à l'avant aussi. Il y a des supports comme ça, et le bras oscillant avant, et le bras oscillant arrière était fixé au moteur pour que ce soit encore plus fou. Les deux bras oscillants sont bien sûr usinés en aluminium, mais l'avant relie le côté droit au côté gauche. Ils sont reliés par un énorme bloc de carbone, collé comme dans l'aéronautique. C'est parce qu'il y a ici une tige qui va vers l'arrière, car l'amortisseur de la suspension avant se trouve à l'arrière. À côté de la chambre de la suspension arrière, il y a aussi une tige qui tire sur l'amortisseur. Et grâce à cela, nous avons l'amortissement à l'avant. C'est pour que la droite et la gauche soient équilibrées. Le centre doit être relié par du carbone, car le carbone est bien plus rigide. C'est un peu absurde quand on parle d'une barre de torsion, et ici, on tourne ce petit zigzag avec ce que j'ai ici. Des petites manettes en zigzag qui permettent de tourner cela. Avec la roue avant. Écoutez, c'est de l'art, c'est tout simplement de l'art automobile. Bien sûr, il y a certains arguments, j'en ai entendu quelques-uns en faveur de cette suspension, et l'un des arguments majeurs pour utiliser ce type de suspension sur une moto comme celle-ci, c'est le freinage. Car attention, nous pouvons régler la façon dont cette moto plonge, car ce n'est pas comme sur la WGS où l'on freine et la moto ne plonge pas. Non, ici, elle plonge. En plus, ici, en changeant le point de pivot du bras oscillant, on peut régler comment la moto va plonger. Mais en même temps, elle ne peut pas plonger de cette façon et il est impossible de le faire avec elle. Des stoppies avec cette moto,
Pour être honnête, je n'ai même pas essayé car il n'y avait pas vraiment le temps pour ça. Et d'ailleurs, comme il disait qu'on ne pouvait pas, peut-être qu'on peut, mais l'idée, c'est que cette moto, quand elle freine, elle garde beaucoup plus facilement l'équilibre. Elle maintient sa géométrie. Et justement, il est beaucoup plus facile de garder la roue arrière au sol. Donc on peut utiliser davantage le frein arrière et calibrer. Ils ont fait des tests avec l'ABS et ont comparé la H2 avec la Tessie. Et il s'est avéré que la H2 peut transmettre 20% de force de freinage en plus sur... Ce qui veut dire qu'elle peut freiner plus rapidement. Sur une moto qui a un compresseur de 230 chevaux, cela semble être un argument tout à fait logique. En plus de cela, on peut régler la hauteur de toute la moto, en fait, tout. Les réglages ici sont, comment ça s'appelle? Des excentriques. Je crois que oui, ce sont vraiment de chouettes réglages. Ce qui fait que l'on peut régler l'avant, l'arrière de la moto plus haut, plus bas. De la même manière, on règle les repose-pieds, les leviers, tout se règle de la même façon. Mais l'idée, c'est que lorsque l'on soulève ou abaisse la moto, on ne perturbe pas sa géométrie. C'est-à-dire que l'empattement, le trail, certains angles ne changent pas. Non. On fait simplement monter ou descendre le centre de gravité et c'est tout. Si on veut une moto qui se jette plus facilement dans les virages, alors on la met plus haut. Si on en veut une qui est plus stable, alors on la met plus bas. Pas mal ? Ce que je dois dire, c'est que cette moto, quand je suis parti au début, eh bien, l'avant, vous savez, c'est vraiment quelque chose de différent. Et ça m'a fait bizarre. Mais finalement, après avoir un peu roulé avec, alors, le comportement est vraiment très similaire à celui des motos traditionnelles que nous connaissons, honnêtement. On ne ressent pas l'avant, quelque chose comme l'adhérence, comme sur une moto traditionnelle parce qu'on y est habitué. Mais ce n'est pas comme si cette moto, simplement parce qu'elle est étrange, qu'elle a une suspension bizarre, qu'elle roulait simplement de façon étrange, qu'on l'accepte comme ça. On peut tout à fait rouler très vite avec cette moto, elle change de direction très rapidement et très volontiers, voire même plus. J'avais l'impression que je pouvais prendre ces virages plus rapidement, mais vous savez, je n'avais pas encore confiance dans la suspension, c'est tout. Bristol S22. La moto est assez lourde. Et vous savez, j'avais peur parce que c'est une machine qui vaut 70 000 €. Donc, tout simplement, j'avais peur de chercher cette limite parce qu'au fond, à quoi bon? Cette moto ne sera pas utilisée pour des journées sur circuit. Enfin, de temps en temps, pourquoi pas? Parce que c'était sympa. Mais ce n'est pas fait juste pour l'admirer parce qu'aujourd'hui, on était assis au café, on regardait cette moto et vous regardez et vous ne pouvez pas en avoir assez. Pourquoi conduit-il? Également léger par rapport au H2 parce qu'il est 20 kg plus léger. 20 kg. Cette moto pèse 208 kg, prête à rouler avec un demi-réservoir de carburant. Écoutez, ce n'est vraiment pas grand-chose. Et ici, vraiment, il n'y a rien d'autre que des éléments de base, comme les interrupteurs pour les clignotants et le démarrage. Mais bon, ça fait simplement partie du package, comme le moteur et les compteurs, il y a les rétroviseurs. Toutes les autres pièces sont soit en carbone, soit en aluminium usiné. Tout est extrêmement léger. Et le meilleur dans tout ça, tout est assemblé à la main, à Rimini. Ce qui ajoute encore à la joie, parce que c'est une joie pure, car aujourd'hui nous avons rencontré ces gens de Bimo. Toi et les mécaniciens qui nous ont aidés aujourd'hui à manipuler les motos, ce sont les personnes qui assemblent physiquement ces motos. Une moto est assemblée par une personne, puis sa qualité est contrôlée par une deuxième personne. Combien de personnes travaillent chez Bimo? Je peux montrer presque autant de doigts, parce que c'est tout. 12 personnes, et des designers, des ingénieurs, des mécaniciens. Ici, chacun fait, pas tout, mais chacun a de nombreuses tâches. Par exemple, le designer, celui qui s'occupe du style, est en même temps responsable de la supervision en ce qui concerne la production du carbone, car tout est réalisé par des sous-traitants. Eux, ils ne font qu'assembler le tout. Donc, quand tu écoutes cette histoire, c'est tellement inspirant, c'est plein d'émotions. Ce n'est pas juste, vous savez, du business où il faut forcer les choses. Ce sont des gens qui veulent vraiment construire des motos exceptionnelles. Et des motos plus exceptionnelles que celle-ci, eh bien, il n'y en a tout simplement pas.
J'aime beaucoup. Ce qui est frappant, c'est qu'ils n'ont même pas parlé de la puissance, ils ne nous ont pas donné le poids. J'ai dû tout leur demander, parce que pour eux, ce n'est pas important. Regardez à quoi ça ressemble, regardez comment ça roule. C'est ça qui compte, pas les données brutes. Mais pour être clair, il pèse exactement 208 kilos. Et attention, avec la moto, si vous achetez ce modèle, vous recevez un échappement complet AROA, sans aucun catalyseur, complètement vide en passage direct. Je l'ai vu, ce tuyau est comme ça. Ça n'ajoute pas vraiment beaucoup de puissance, à peine 3 ou 4 chevaux, mais ça enlève encore 14 kilos à cette moto. Si cette machine était suffisamment simple, elle devrait être incroyablement rapide. Parce que, pour être honnête, Modena, qui est tout simplement trop étroit, il était trop étroit pour cette moto. C'est pour ça que c'était comme ça. La conduite est un peu piégeuse pour moi, parce que les virages sont serrés. Et cette réaction à l'accélérateur, vous savez, de fermer à ouvert avec un moteur, avec un compresseur, pour un tel moteur, elle est douce, mais au final, c'est nerveux. Sur beaucoup de motos, vous savez, à chaque ouverture des gaz, c'était du genre « Andrzej ». Ne ferme pas pour que le poids ne se transfère pas vers l'avant, pour que d'une manière ou d'une autre, l'avant ne parte pas. Pour ne pas se vautrer sur une machine aussi exceptionnelle, le réservoir de carburant est en acier parce qu'ils ont dû prendre le dessous de la H2 et ensuite le souder. Vous savez, le dessous vient du réservoir de la H2, puis le reste est embouti et soudé. Ensemble, le bras oscillant arrière aussi est composé de 3 éléments, puis soudé ensuite. C'est absolument incroyable, tout simplement et véritablement incroyable. Tu regardes attentivement ça et tu ne peux absolument pas t'en lasser. C'est une expérience visuelle captivante. C'est une chose vraiment géniale et absolument indispensable à avoir dans son garage pour parfois faire un tour rapide et se faire une bonne frayeur, une poussée d'adrénaline pure. Ici, c'est une toute autre histoire car il s'agit de la légendaire KB4 et de cette moto exceptionnelle, une machine conçue pour des sensations fortes et une performance inégalée. Je suis tombé amoureux en ce qui concerne la conduite de cette moto parce que oui, la philosophie derrière cette machine était de construire une 600. Alors ils ont commencé à construire une 600, mais mince, il y avait peu de puissance et peu de couple. On veut avoir plus de couple. Bon, alors prenons un moteur 1000, d'accord, faisons un moteur 1000. Ils ont mis un moteur 1000, mais ce sont des histoires où, je ne vais pas tout dire, eh bien, parce qu'on l'a fait, mais il y a quelque chose qui n'a pas marché ici, parce que l'idée était que cette moto soit très courte, qu'elle soit une machine très agile, qui tourne parfaitement. Alors, ils ont pris ce moteur, et il s'est avéré qu'il était assez gros, ça ne rentrait pas. Le radiateur à l'avant, si la moto doit être courte, le bras oscillant doit être long pour éviter que la moto ne se lève trop sur la roue arrière et pour qu'elle reste stable. Alors le radiateur ne rentre pas non plus, donc ils se disent, bon d'accord, on met le radiateur à l'arrière, mais là non plus, ça ne va pas, ce sont des histoires comme ça, donc ils ont mis le radiateur à l'arrière, alors il fallait bien amener l'air d'une manière ou d'une autre, et c'est ce qui explique pourquoi cette moto a cette forme vue de côté. Tout ça, c'est la prise d'air qui passe par ici, 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 puis monte et, par le dessus, envoie l'air dans le radiateur qui est placé en dessous. Et il recrache l'air là-bas. Et tout a été testé et ça fonctionne. Et aussi, aujourd'hui, on a poussé cette moto à fond et elle n'a absolument pas chauffé. Et grâce au fait qu'on a réussi à faire tout ça, la moto est tellement compacte, elle tourne tellement bien, elle a une suspension Öhlins, des T de fourche usinés, tout est soit en carbone, soit usiné, le bras oscillant est entièrement usiné, le cadre est en chrome molybdène. Le treillis a aussi été créé et conçu par Bimota. Tout est fait maison, n'est-ce pas ? Oui, encore une fois, seul le moteur vient de Kawasaki, tout le reste c'est de l'ingénierie italienne et ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment de façon géniale, non seulement en termes de design, mais aussi en ce qui concerne les sensations de conduite. La chose la plus faible sur cette moto, malheureusement, ce sont les compteurs, qui, franchement, ne vont pas du tout comme une selle sur un cochon. Tu as une moto magnifique, parce que, vous savez, on le regarde aussi. Au début, je le regarde et je me dis, Jésus-Marie, quel drôle d'engin. Mais plus tu passes de temps avec, mieux c'est. Et quand tu t'assois ici sur la selle en cuir et que tu regardes la bulle, qui est vraiment très old school, vintage, comme sur les anciennes motos de course. Tu te laisses transporter et tu te dis « Waouh, c'est ça !» Puis tu allumes les compteurs et la magie s'estompe un peu. Mais le problème, c'est que les compteurs sont aussi un élément d'homologation. Laissons cette Bimota prendre son envol, peut-être qu'on verra un jour un changement à ce niveau-là. Mais en ce qui concerne la conduite elle-même, il est vraiment très court, compact, il se jette dans les virages.
À un moment donné, j'ai commencé à piloter cette moto un peu comme une machine de course et j'ai dû me retenir. Je me suis dit, attends, Andrzej, parce qu'il ne faudrait pas faire de bêtises, tout est en carbone et c'est quand même assez cher. Le seul inconvénient, en ce qui concerne les sensations de conduite, c'est l'ABS, parce que l'ABS japonais, franchement, c'est nul, tout simplement. Et ça, c'est un petit bémol, parce qu'on sait que les Italiens ont les meilleurs systèmes électroniques. Le meilleur ABS, le meilleur contrôle de traction, mais ici, on a une moto italienne avec des systèmes japonais. Et donc, vous savez, sur la route, partout ça fonctionne parce que ça ne gêne pas, mais sur circuit, quand tu roules à fond, tu sais que la moto veut freiner, parce que tu as déjà les meilleurs freins qui existent, tu vois. Une excellente suspension, une excellente géométrie, tu veux t'engager dans le virage, et là tu dois te battre avec cet ABS, et ça t'énerve un peu, il faut tout simplement désactiver l'ABS si tu veux vraiment rouler avec ça. Rouler vite sur circuit, mais je ne sais pas si quelqu'un va vraiment rouler vite avec ça sur circuit. En fait, moi, je roulerai vite avec sur circuit parce qu'il donne vraiment envie d'aller vite sur circuit. Vous voyez, c'est comme ça. C'est un 1000 de cylindrée, 143,5, peu importe finalement combien de chevaux, un peu plus de 180 kg à sec. Et cette moto a du couple, elle sort super bien des virages, très linéaire, elle accélère vraiment fort, quick shifter vers le haut et vers le bas. Mais il n'a pas ce genre de couple, vous savez, comme les nouveaux 1000 cm3, qui sont incroyables, mais il faut vraiment gérer pour pouvoir ouvrir à fond sur un nouveau litre, parce qu'il dévore tout simplement tout. Les pneus, etc. Et là, vous avez une 600 avec du couple en bas, parce que la géométrie est celle d'une 600. Elle est même 10 mm plus courte que la ZX6R, et je crois 5 cm plus courte que la ZX10R. Donc elle tourne, elle est vive incroyablement. Vous ouvrez les gaz. En sortant du virage, elle accélère. Et en haut, ce n'est pas une moto faible, elle a 140 et quelques chevaux, ce n'est vraiment pas peu, elle accélère vraiment, mais vous pouvez garder les gaz sans avoir une grande frayeur. Voilà, c'est tout. Le reste, les Öhlins, pas Öhlins, les pneus, les roues, QT, OZ, tout y est. Il y a des choses un peu moches, comme les clignotants, mais là encore, c'est une question d'homologation. À part le tableau de bord, je ne pense pas que je changerai quoi que ce soit ici. Ce qui m'est aussi revenu en tête en parlant du radiateur, c'est que le radiateur ici, c'est une moto géniale pour rouler en hiver. Parce que je suis parti et pendant la première session, je me suis dit, mince, il doit y avoir des poignées chauffantes ici, parce que j'ai vraiment chaud aux mains. J'ai commencé à regarder, à chercher le bouton, mais non, il n'y a pas de bouton. Et puis il s'avère que le radiateur de cette moto est placé juste là, en dessous. Donc quand il évacue l'air, ça chauffe les mains. Vraiment, tu roules et tu as chaud aux mains. La pensée technique italienne. J'adore leur façon d'aborder les choses. Il y a quelque chose qui vient vers moi, parce que cette moto était censée avoir un aspect un peu différent. Elle devait avoir une seule prise d'air, mais il s'est avéré que trop peu d'air arrivait au radiateur. Bon, alors, on va faire ça ici, on va faire comme ça, et finalement, tout ça fonctionne. Cette moto ne sera pas en édition limitée, mais il y a quand même quelques limites pour eux. L'usine dit qu'elle est capable de construire environ 20 motos par mois et ils espèrent que tout cela partira dans le monde entier. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Donc 250 exemplaires seront fabriqués, il paraît qu'il en reste encore quelques-uns à vendre. Et pour l'anecdote, chacune a un numéro ici à l'avant et on peut choisir ce numéro soi-même. S'il en reste un de libre, on peut choisir ce numéro et il se trouve ici, il est sur l'échappement. Vous le recevez aussi avec les accessoires et encore à quelques autres endroits. Si vous demandez, ils vous diront aussi quel ouvrier a assemblé cette moto. Vous pouvez venir ici, lui serrer la main, boire un café avec lui. Des gens vraiment formidables, vraiment formidables. Une histoire incroyable. À première vue, on se dit, d'accord, ce n'est pas vraiment une ambiance italienne car nous sommes habitués au moteur en V. Mais par exemple, ici, il y a un échappement Arrow spécial en accessoire, qui est conçu de telle manière qu'il produit le son caractéristique d'une moto fonctionnant avec des carburateurs. Et vous voyez, ce sont des détails auxquels ils pensent. Ici, eh bien, ici c'est la puissance qui fait tout, parce que vous avez quelque chose de fou, et c'est tout de suite excitant, et ça ne dérange pas. Peu importe pour vous si c'est japonais ou non, car c'est un moteur avec un compresseur. Et en plus, comme je le dis, cette histoire a bouclé la boucle, et qu'il en soit ainsi, parce que ces gens sont formidables. Ces 12 personnes qui construisent ces motos,
Et qu'ils soient 13 ou 14 à l'avenir, ils font du bon travail parce que moi, je suis super content, tout sourire, et je roulerai avec ça sur circuit. Et aussi autour du circuit. C'est ça qui me fait peur. Mais je regarderai ça beaucoup. Je regarderai ça énormément. Toutes les données techniques et autres informations, les photos, tout simplement beaucoup de choses, tout sera dans le magazine. C'est tout. Je crois que c'est tout. Je vous salue. À bientôt. J'ai eu une peur bleue. Trop de puissance, une moto trop chère. C'est tellement amusant.